Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons rester en France pour nous intéresser à un vaste sujet, le cas Emmanuel Macron. 6 ans après l'arrivée du président de la République, les crises s'enchaînent, les embrassements aussi. Celui qui est censé finalement assurer la concorde nationale s'ingénie à mettre de l'huile sur le feu. Jusqu'à quand va-t-il poursuivre? Jusqu'à quand les Français vont-ils accepter ça? Nous allons essayer de discuter de tous ces sujets, mais avant toute chose, vous le savez, le succès de cette émission compte sur vous. Vous devez partager cette émission, bien entendu, écrire vos commentaires en bas, puisque je m'efforce d'y répondre chaque semaine. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur le pouce en l'air. Allez, à l'attaque! Bonjour Rémi Tel. Bonjour Elise Blaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant et essayiste. Vous avez déjà publié de nombreux ouvrages, dont certains que nous avons présentés sur TV Liberté. Les téléspectateurs peuvent d'ailleurs le trouver sur tvl.fr. Parmi eux, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées, mais aussi La chute de Prométhée. Tout cela aux éditions Perspective Libre. Vous êtes également le président du collectif Peuple Libre et au début du mois, vous avez fait parler de vous en lançant un appel à la prise de conscience, j'allais dire. Vous évoquez une dérive liberticide qui frappe la France. Vous considérez que la révolte contre la réforme des retraites a entériné un nouveau degré de violence institutionnelle, de violence d'État, j'allais dire. Exactement, et nous appelons avec plus de 300 personnalités à poursuivre et à amplifier la résistance contre le pouvoir macronien qui pille la France, qui maltraite les Français depuis de nombreuses années. Et effectivement, à l'occasion de cette contestation contre la réforme des retraites, un nouveau degré dans la violence, dans le contournement de l'état de droit a été franchi par le pouvoir en place. Et donc il est temps de mettre fin à cette situation et de mettre politiquement hors d'état de nuire ceux qui l'ont créé. C'était le sens de cet appel, réunissant des personnalités extrêmement diverses, ce qui en dit long sur la gravité de la situation. Alors, on ne va pas mentir, Rémi Tel, parce qu'on ne va pas faire comme les autres médias. On travaille en transparence. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission. Nous sommes vendredi matin. Par conséquent, nous n'avons pas encore connaissance de la décision prise par le Conseil constitutionnel quant à ce texte de réforme des retraites. Mais en même temps, est-ce bien grave, Rémi Tel? Est-ce que cette décision va changer quelque chose à l'état du pays? Je le dis à ceux qui nous écoutent, la décision du Conseil constitutionnel dans un sens ou dans l'autre pour valider ou censurer cette réforme des retraites n'a pas la moindre importance sur le combat que nous devons mener. Pour une raison très simple, c'est que la réforme des retraites vient comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ce n'est pas la cause profonde de la colère légitime qui saisit les Français. De toute façon, c'est à eux et à eux seuls de décider aujourd'hui du destin politique du pays. Et la Macronie ne pourra pas se tirer de cette mauvaise passe avec l'aide complice du Conseil constitutionnel, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre. Pendant la crise sanitaire, elle a tué des milliers de Français, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et ce serait bien mal nous connaître que de penser qu'un avis des sages, pas très sages en réalité, puisse arrêter notre résistance. C'est maintenant ou jamais, et donc au fond, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas la question. Alors cet appel que vous l'avez lancé, vous l'avez lancé justement au début du mois. Mine de rien, le temps passe très vite alors qu'il est suspendu à cette décision du Conseil constitutionnel. Vous appeliez à l'époque à se mobiliser jusqu'à la dissolution ou jusqu'au référendum. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité cette dissolution? Est-ce que finalement, le paysage politique français permettrait de retourner la situation avec une autre majorité? Alors, ce qu'on a essayé de faire dans cet appel commun, et donc sur lequel on a dû se mettre d'accord sur un texte collectif, c'était d'essayer de trouver une porte de sortie institutionnelle à la crise, en proposant donc soit un référendum qui bloquerait de facto Emmanuel Macron, soit une recomposition politique du pays avec des élections législatives anticipées. Donc ça, c'est le cadre commun que nous nous sommes fixés. Effectivement, les événements progressent très, très rapidement, et là, je ne parle qu'en mon nom. Il me semble qu'aujourd'hui, la voie institutionnelle est à peu près bouchée et que les Français doivent en tirer les conséquences. Il y a une transformation aujourd'hui de la mobilisation qui à la fois se repatriotise, et c'est une conséquence heureuse de l'appel commun que nous avons lancé, et qui se relocalise aussi
puisqu'il y a des actions ciblées dans les territoires qui sont menées, des gens qui vont dans les préfectures, devant les mairies, etc. Et je crois que c'est dans ce sens que nous devons poursuivre la lutte. On a beaucoup entendu des souverainistes, des patriotes, comme vous venez de le dire, déplorer finalement que cette lutte contre la réforme des retraites soit, je vais utiliser un anglicisme parce que les téléspectateurs aiment bien, soit trustée par la gauche et l'extrême gauche. Vous dites que c'est terminé. Alors, la composition politique du mouvement change. Du reste, le drapeau tricolore symbolise ceci, une alliance un peu de contraire, le bleu, le blanc, le rouge, au service de l'intérêt national. Et je crois que ce serait une faute véritablement politique et morale pour le camp patriote que de ne pas investir toutes ses forces dans cette fenêtre d'opportunité assez inédite qui nous est donnée de renverser en fait le pouvoir qui pille et qui maltraite la France. Ne laissons pas l'extrême gauche seule dans la rue, parce que si elle faisait tomber Macron, et aujourd'hui quiconque a 2 grammes de sens politique dans les veines comprend bien que le quinquennat n'ira pas à son terme, si elle faisait tomber Macron toute seule, alors naturellement, elle récolterait les fruits de ce renversement du régime. Et ça, la France ne peut pas se le permettre. Donc on doit être dans la rue avec nos divergences. Et ensuite, on pourra voir qui prendra les rênes du pays. Mais la France, c'est ça. La France, c'est une alliance de contraires au service de l'intérêt national. Et là, aujourd'hui, c'est l'intérêt national qui est menacé par Emmanuel Macron. Alors, si vous voulez bien, Rémy Tell, on va quand même s'intéresser un petit peu aux institutions et notamment à ce fameux Conseil constitutionnel. Il est composé de 9 membres. Alors, globalement, on ne peut pas dire qu'on soit plein d'espoir avant cette décision. Ils sont nommés soit par les anciens présidents de la République, soit par les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale. On sait que d'ores et déjà, il y a 4 membres, je vais les citer quand même, Jacques Mézard, Alain Juppé, Jacqueline Gouraud, Véronique Malbec, qui ont été soit nommés par Emmanuel Macron, soit par son très proche Richard Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, qui est président du Sénat, qui a donc voté la loi de réforme des retraites, a nommé 3 autres membres, et les 2 restants ont été nommés soit par François Hollande, qui était donc un président socialiste qui a été récupéré à la suite par la Macronie, ou Claude Bartolone, qui est à peu près dans le même cas de figure. Pendant la crise sanitaire, c'était peu ou prou les mêmes membres, on va dire la même composition politique. On ne peut pas dire que ce conseil constitutionnel a brillé. Pas du tout. Il a été complice de la dérive liberticide grave que nous avons observée et dénoncée pendant la crise sanitaire, en contradiction évidente d'ailleurs avec l'esprit et le texte de la Constitution de la Ve République. Et je crois que quelle que soit sa décision aujourd'hui, il s'agira d'une décision politique, soit pour laisser libre champ au pouvoir, soit pour le protéger lui-même d'une certaine façon. Et ne négligerons pas la possibilité que les membres du Conseil constitutionnel se disent, voilà, on va éviter à Emmanuel Macron de reculer sur les réformes des retraites, tout en censurant une partie ou la totalité du texte afin de faire baisser la tension. Et puis en plus, comme on a beaucoup de choses à se faire pardonner auprès des Français, notamment avec la période Covid, ça arrangera tout le monde. On dira, vous voyez, la France, contrairement à ce qu'expliquent les manifestants, est une démocratie fonctionnelle avec des contre-pouvoirs. Et pourtant, ce serait bien une manœuvre visant à protéger Emmanuel Macron et à fragiliser le mouvement de résistance qui est en train de naître, de se diffuser dans l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter à la décision du Conseil constitutionnel pour la suite, nous, de nos actions. On doit enjamber un petit peu ce moment-là d'un vendredi où nous sommes dans l'incertitude de ce que les sages vont décider. On a le sentiment finalement qu'on est en plein dans la réforme des retraites. Pour autant, on fait souvent référence à tout ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un verrou qui est tombé à ce moment-là? Un verrou politique et puis peut-être aussi un verrou mental chez les Français? Il y a une sorte de processus de prise de conscience politique accéléré, là, qui se joue depuis quelques semaines. Et je crois que le moment qu'on traverse, en fait, cristallise
beaucoup de colère refoulée. C'est un peu le retour du refoulé, d'une certaine façon, de la gestion du Covid-19. Et chacun sent que l'enjeu dépasse de très loin celui de la réforme des retraites. Vous savez, dans tous les mécanismes d'emprise, et je crois que les Français, on est dans une situation, on l'a été, en tout cas la France a été dans une situation d'emprise vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On ne quitte jamais celui qui nous fait du mal pour le motif principal du problème. C'est toujours sur une anecdote. C'est peut-être ce qui est en train de se passer avec la réforme des retraites. Je crois qu'il y a une sorte de cristallisation, de précipitation, de choses qui ne sont pas encore verbalisées par les Français, mais ils ont bien compris que le président de la République ne travaillait pas ni pour l'intérêt de la France, ni pour l'intérêt du peuple français. Alors, je vous propose, avec humour, d'aller écouter Gilbert Collard, député européen, également truculent avocat. Il a soulevé aussi un autre point, un autre problème du Conseil constitutionnel. On l'écoute. Ce sommet de notre autorité juridique a quelque chose en lui qui me fout vraiment, mais vraiment en colère. Et aujourd'hui, en France, la plupart des autorités politiques, députés, sénateurs, maires, ministres et compagnie sont obligés de se soumettre, vous le savez, à une déclaration de patrimoine et d'intérêt. Eh bien, l'instance suprême, le Conseil constitutionnel, est composé d'hommes et de femmes qui se sont démerdés pour ne pas avoir à faire connaître leur patrimoine et leurs intérêts. On avait oublié le Conseil constitutionnel et les magistrats. Ben évidemment, bon. Alors, en 2017, il y a un texte qui ordonne aux magistrats et aux membres du Conseil constitutionnel de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts multiples, s'ils en ont. Bon. Le Conseil constitutionnel, saisi du texte, a déclaré que l'article 43 ne s'appliquait pas à eux, mais aux magistrats. Moi, j'aimerais bien connaître le patrimoine de M. Fabius, par exemple, le président du Conseil constitutionnel, et leurs intérêts. J'aimerais bien savoir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Eh bien, non. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est amusant de voir que la transparence, c'est merveilleux, mais pas pour les sages. Finalement, on a le sentiment qu'il y a un phénomène de double standard qui s'est installé désormais sur à peu près tous les sujets où les Français doivent subir et se taire. Et de l'autre côté, d'autres peuvent s'arranger avec les lois. Oui, c'est le régime des passe-droits, de personnes qui se jugent au-dessus de la loi commune. D'ailleurs, si les sages du Conseil constitutionnel voulaient faire leur travail, ils devraient s'intéresser rétrospectivement au compte de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a un scandale cette semaine sur l'utilisation du fonds Marianne, créé après la mort de Samuel Paty, où on découvre par un travail de Mediapart que de l'argent public a été utilisé pour aider la campagne d'Emmanuel Macron. Pour décrédibiliser les opposants à Emmanuel Macron. Hors de tout cadre des comptes de campagne. Donc ça a quand même une conséquence très concrète dont on parle assez peu. C'est que les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2022 sont faussés et que son élection, d'un point de vue de la loi, est irrégulière. Voilà. Donc si le Conseil constitutionnel veut démontrer qu'il est au service des Français, qu'il s'intéresse à cette question du fonds Marianne et de l'utilisation des crédits qui lui ont été alloués pour mener la campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Alors justement, à ce sujet, il y a un élément qui était très intéressant dans votre appel, dans l'appel que vous avez lancé, c'est la question du détournement des règles de droit. Et c'est vrai que depuis le début, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, on a le sentiment toujours que la loi n'est plus un problème, il suffit de la contourner pour réussir à faire ce que l'on veut finalement. On l'a vu pendant le Covid-19 avec, vous l'avez dit, une participation très active du Conseil constitutionnel, mais pas seulement. Là encore, on a vu que le véhicule parlementaire de la réforme des retraites était très discutable. C'est d'ailleurs ce que va observer le Conseil constitutionnel dans quelques heures. Mais tout est arrangement. Tout est arrangement. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même dans son interview récente au journal de 13h. Il a dit en France, on utilise trop la loi. Voilà, il faudra moins passer par la loi, moins passer par le Parlement à l'avenir. Quelques exemples très concrets là et récents sur le détournement de l'état de droit et des règles légales. Le Conseil d'État qui refuse d'exiger du ministère de l'Intérieur qu'il fasse appliquer la loi sur la présentation des RIO, vous savez, les numéros d'identification
sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui continuent à nasser les manifestants, alors que pour le coup, le Conseil d'État a fait son travail et il avait émis un arrêt pour interdire le nassage des manifestants par les forces de l'ordre. Qu'on comprenne bien, c'est l'encerclement. L'encerclement. L'utilisation, en dehors de tout cadre légal, à Sainte-Soline par exemple, de produits de marquage invisibles des manifestants qui permettent a posteriori, grâce à des lampes UV, de savoir qui on avait en face de soi. Ça se fait en dehors de tout cadre, légal. Puis c'est une image assez forte, hein, on marque le bétail. Hein. Ah mais nous sommes un troupeau de bétail pour ces gens-là. Le fond du problème, si vous voulez, c'est dans ce bloc de pouvoir qui est constitué à la fois par les young leaders et par les GAFAM, c'est un dégoût au fond de l'homme et de l'organisation politique naturelle qu'il se choisit, à savoir de la nation. Et là, on est en train d'organiser, pour reprendre le terme de Gunther Anders, l'obsolescence de l'homme. On peut se dispenser de l'homme, et c'est la logique aussi sous-jacente à la réforme des retraites, puisque l'idée, c'est que, puisque ces gens-là ne produisent pas grand-chose, pour en tirer quelques profits, il faut les faire travailler le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, en parallèle de la réforme des retraites, peut-être qu'on en parlera après, mais vous avez là un projet de loi sur la fin de vie. Donc vous voyez, d'un côté, on allonge la durée de cotisation, et de l'autre, on diminue le temps de versement des pensions. Donc il y a une vraie logique, il y a un vrai projet politique derrière tout ça, qui est celui du bétail humain, de la gestion des déchets humains, oui. Et effectivement, cela irrigue jusqu'aux méthodes de maintien de l'ordre. Alors, on a vu une photo qui a déjà fait le tour du monde de déploiement de CRS absolument incroyable devant le Conseil constitutionnel. On sait qu'il y a eu quelques petites actions lors de la manifestation nationale devant la rue de Montpensier. Florian Philippot envisageait une manifestation vendredi matin devant le Conseil constitutionnel. Gérald Darmanin a fait savoir qu'il serait interdit de manifester sur ce site. Cette photo est assez choquante, je crois, et le fait qu'elle ait fait le tour du monde indique que le caractère autoritaire et recroquevillé sur lui-même du pouvoir d'Emmanuel Macron est désormais difficile à cacher. Deux éléments sur l'interdiction des manifestations. Là, on est nouvel exemple en fait de la dérive du gouvernement Borne sur la question de l'état de droit, puisque non seulement ils ont interdit les manifestations, mais ils ont publié les arrêtés tardivement pour les rendre insusceptibles de recours devant le Conseil d'État. Et donc j'adresse tout mon soutien à Florian Philippot, aux Patriotes et à tous les mouvements qui avaient prévu d'organiser des manifestations devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Du reste... On est bien dans le détournement des règles de droit, là. Complètement. On est hors du sacro-saint cadre républicain. C'est-à-dire qu'on nous a rebattu les oreilles pendant des années avec la République. Aujourd'hui, elle est véritablement en danger. Comme avec le fonds Marianne. Comme avec le fonds Marianne. C'est amusant. Du reste, le monde entier a bien compris que Emmanuel Macron tyrannisait les Français en interne et qu'il humiliait la France à l'étranger. On a été très touchés de voir, par exemple, aux Pays-Bas, ce manifestant qui, avec l'accent local, chantait le chant des Gilets jaunes. Il y a des images qui ont fait le tour du monde. J'étais récemment en contact avec une personne très connue dans le monde anglo-saxon qui relaie un peu les vidéos, tout ça. Le monde entier est choqué par ce qui se passe en France, nous apporte son soutien. Il y a eu beaucoup de réunions devant les ambassades, par exemple. Et ça, ce sera indispensable aussi pour maintenir la flamme de la résistance dans les prochaines semaines. Donc, remerciements à tous ceux qui, de par le monde, alertent aussi sur ce que traverse notre pays. Alors, il faut dire aussi que ces images de cette personne mobilisée en chantant l'hymne des Gilets jaunes aux Pays-Bas, elles tranchent radicalement avec les visites officielles de nos politiques en France, puisque dorénavant, quand Emmanuel Macron sort, il y a beaucoup de policiers, il y a un dispositif absolument incroyable, mais par contre, les villes sont quasiment fantômes. On a vu, en revanche, que quand ce n'était pas le cas, une sortie d'Elisabeth Borne dans un supermarché a viré au sketch total. Le gouvernement nous a confinés, confinons le gouvernement et confinons Emmanuel Macron. Rendons l'exercice de sa fonction, dont il est indigne, impossible dans les faits. Et alors il ne pourra plus tenir. Parce que même les maîtres d'Emmanuel Macron comprennent
que par ses excès, sa provocation, il est en train de scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Et d'ailleurs, le retournement spectaculaire des médias mainstream ne provient pas d'une sympathie soudaine vis-à-vis des Français, mais bien parce que les oligarques qui tiennent ces médias savent qu'Emmanuel Macron menace leurs intérêts. Vous voyez, parce qu'ils précipitent cette prise de conscience. Des manifestants ont investi BlackRock, par exemple. On parle beaucoup des milliardaires, de ces oligarques. Donc, on est dans cette situation-là. Et par des actions locales, concrètes, on peut vraiment non seulement faire reculer le pouvoir, mais renverser aussi ce régime. On a le sentiment que, comme tout à l'heure vous nous l'expliquez, de plus en plus de militants patriotes rejoignaient les manifestations. Néanmoins, il y a un point bloquant, j'allais dire, dans l'adoption de la lutte contre les réformes d'Emmanuel Macron. C'est finalement cette gestion de l'ordre. On sait par exemple qu'à droite, il y a une tradition de soutien des forces de l'ordre et qui imagine que parler de violence policière, entre guillemets, est forcément une attaque à l'égard des policiers. Est-ce que vous voyez ça comme ça, vous, pour votre part ? Alors, il y a les policiers et les donneurs d'ordre. Et beaucoup de policiers ou de gendarmes, aujourd'hui, partent au travail le matin la boule au ventre parce que, moralement, c'est difficile d'aller tabasser des gens qui pourraient être vos frères, vos enfants. Mais il y a quand même, ça ne doit pas épuiser le sujet, il y a quand même une question de fond. Aujourd'hui, les forces de l'ordre défendent-elles le pouvoir en France ? C'est une mission légitime. Ou sont-elles devenues le rempart de l'anti-France au pouvoir ? Et je rappelle que les dérives dans les techniques de maintien de l'ordre débutent en 2013-2014 avec la Manif pour tous. Et aujourd'hui, la police, la gendarmerie sont devenus l'ultime rempart de l'anti-France au pouvoir. Peut-être que demain, on les enverra pour permettre la tenue, vous savez, de ces lectures de drag queen à destination des enfants de 5 ans. Donc, il faut aussi regarder la réalité en face. Et il serait coupable que, par une sorte de réflexe pavlovien, d'attachement sans discernement à l'ordre, nous nous privions de libérer la France de ceux qui la ruinent et de ceux qui la maltraitent. Voilà. Parce que nous nous rangerions en fait mécaniquement du côté des adversaires que nous combattons depuis de nombreuses années maintenant. Alors ce point de vue, ce n'est pas celui du président de Reconquête, Éric Zemmour. Je vous propose de l'écouter. Sur le plan des principes, le mot violence policière est un oxymore. Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police, et donc l'État, a le monopole de la violence légitime. Si l'on suit la logique d'Éric Zemmour, il suffit à l'État d'être l'État pour être légitime. Alors, quand j'écoute Éric Zemmour, je comprends pourquoi il a raté 2 fois l'ENA. Parce que ce qu'il dit n'a non seulement aucun sens politiquement, mais ça n'a aucun sens juridiquement. C'est-à-dire que la violence légitime s'inscrit dans le cadre de l'état de droit pour être légitime. C'est-à-dire il faut que les ordres donnés aux forces de répression soient eux-mêmes conformes à la loi. Et depuis le début de cet entretien, nous avons montré que ce n'était pas le cas. Donc on n'a pas trouvé Éric Zemmour en soutien du peuple français lorsqu'il a été visé par Emmanuel Macron, séparé durant la crise sanitaire. Sans surprise, Éric Zemmour est encore aux abonnés absents, alors que nos compatriotes se font matraquer dans les rues. Il est devenu un peu l'allié de circonstance d'Emmanuel Macron, toujours là pour le sauver lorsque le président se trouve dans la difficulté. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe, y compris, je crois, chez Reconquête. J'entends que ça et là, beaucoup quittent ce mouvement politique. Alors, on a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué d'ailleurs, la volonté d'Emmanuel Macron d'avancer par la suite vers un texte légiférant sur la fin de vie. Soit dit en passant, on se rappelle que la dernière loi, à savoir la loi Claes-Leonetti, devait éviter d'avoir à légiférer par la suite sur l'euthanasie. Donc il semble toutefois que l'heure soit arrivée. Et on entend également certains commentateurs dire qu'il faut faire attention avec la décision du Conseil constitutionnel parce que rien ne serait pire que de voir Emmanuel Macron se chiraciser, c'est-à-dire ne plus rien réformer jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que finalement, ce ne serait pas la meilleure des choses qui puisse nous arriver si la suite c'est l'euthanasie et que sais-je ?
L'euthanasie, l'euro numérique pour octobre 2023. Au niveau de la Commission, récemment, on parle d'introduire des farines d'insectes dans la nourriture quotidienne, d'où l'urgence de se libérer de ce pouvoir oligarchique. On comprend qu'Emmanuel Macron n'est qu'un pantin dans l'histoire, mais c'est un domino. Et c'est un domino qui, si nous le faisions tomber, entraînerait un effet beaucoup plus large, en France évidemment, en Europe, à l'international. Et donc on a une responsabilité, nous, vis-à-vis de nos compatriotes, d'une part, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des peuples qui sont aujourd'hui sous le joug de ces young leaders et des GAFAM, parce que tout se joue maintenant. Enfin, regardez les derniers développements sur l'intelligence artificielle. On est en train de réaliser l'obsolescence de l'homme, cette vision d'Harari sur les inutiles auxquels on donnera de la drogue et des jeux vidéo pour leur faire oublier leurs conditions misérables. C'est maintenant que ça se passe. Alors ça fait très longtemps que ça a été prophétisé, mais il y a toujours un laps de temps entre la prophétisation et la concrétisation. Là, on est dans la concrétisation, et donc si on veut empêcher ce monde qui est fait à la fois de déshumanisation, où l'homme est perçu comme un instrument et conçu sous le seul prisme utilitariste, de dénaturation avec le transhumanisme ou la transidentité qui n'est qu'un premier jalon, et de décivilisation. Récemment, une vice-présidente de l'Assemblée nationale en France propose une loi sur l'humusation, c'est-à-dire le fait de transformer l'homme décédé en compost humain. Enfin, regardez quand même à quel état on en est. Donc on a ce pouvoir-là qui fait dénaturation, décivilisation, déshumanisation. Si on ne les arrête pas maintenant, nous serons définitivement serfs et on ne l'aura pas volé, parce qu'on a les moyens de les faire tomber. Vous parliez tout à l'heure de la forte présence policière devant le Conseil constitutionnel. Ça démontre que le pouvoir craint la rue. Ça démontre que le pouvoir comprend que la rue peut l'arrêter. Mais la rue craint aussi le pouvoir. Plus nous serons nombreux, moins ils seront capables d'agir en nuisance contre les Français. Et puis, je crois beaucoup à cette territorialisation de la lutte. On peut mater le peuple à Paris. D'ailleurs, Paris a été construit pour pouvoir mater le peuple, mais on ne peut pas mater le peuple dans toutes les préfectures, ou toutes les mairies, ou tous les centres des impôts de France. Là, ça deviendrait impossible, et les notes dernières des services de renseignement publiées dans la presse démontrent qu'ils sont vraiment terrifiés par l'idée d'une multiplication en fait, de petites actions locales qui naturellement conduiraient à l'effondrement du pouvoir. Occuper l'espace politique, c'est occuper l'espace finalement. Exactement. Et on doit comprendre que Twitter ne sauvera pas la France. Donc on a fait beaucoup de contre-propagande pendant plusieurs années et c'était absolument essentiel. Mais maintenant, il est temps de joindre l'action à la parole, sans quoi nos paroles resteraient vaines et nous rayerons d'une certaine façon d'un trait de plume en fait les combats que nous menons depuis tant d'années. Merci beaucoup Rémi Tel d'avoir fait le chemin jusqu'à TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour partager cette émission. Évidemment, laissez vos commentaires en bas. Encore une fois, si vous voulez poser des questions, faire des suggestions, n'hésitez pas. Je les lis et j'y réponds parfois. Et puis n'oubliez pas de partager également cette émission et le petit pouce en l'air comme chaque semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.